Bonjour, bienvenue sur Chancela Tchala News. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette session d'actualité. Voici les principaux titres que nous allons devoir décrypter avec notre invité, Dr Noël Tchani. Processus électoral en République démocratique du Congo, la sécurité, l'insécurité persiste dans la partie est du pays. Est-ce que les élections se tiendront dans ces genres de conditions? On parlera de cela lors de cette session d'actualité, mais également la feuille de route de Luanda qui a été signée depuis novembre 2022. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda ne respecte pas sa part de responsabilité. Est-ce que nous devons passer à l'étape supérieure? Est-ce que le président a finalement échoué dans sa quête de paix dans la partie est de notre pays? On en parlera, mais aussi on profitera de l'occasion pour parler d'une enquête qui a été menée entre les FBI et l'Agence nationale des renseignements, l'ANER, ici au pays, qui accable les Banyamulenge comme des actionnaires ou ceux qui financent les groupes armés à la hauteur d'1 million de dollars à l'est de notre pays. Par contre, les Banyamulenge se sont dit être victimes de messages de haine. Ils ont recouru au président de la République pour se faire protéger. Est-ce que c'est de l'hypocrisie? Est-ce qu'il est temps de pouvoir lever des options cruciales par rapport à ces peuples qui sont arrivés ici en 1994 à cause du génocide du Rwanda? Nous devons les dire comme ça. On parlera de tout cela au cours de cette session d'actualité. Mais où en sommes-nous avec la proposition de loi de Tchani? Noël Tchani devient un homme à abattre par des acolytes de certains politiciens dans des officines ici dans notre pays. Il nous expliquera où en sommes-nous au niveau de l'Assemblée nationale. Docteur Noël Tchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur Chancela Tchala News. Merci également à vous de votre disponibilité. Docteur, nous commençons directement avec votre très bonne initiative, la proposition qui s'appelle désormais proposition loi Tchani. Où en sommes-nous? Vous êtes fatigué? L'Assemblée nationale a carrément rejeté votre proposition? Comme vous savez, je ne suis pas député national, mais je travaille avec des députés nationaux. Et je voudrais dire merci au député national Singipulu, le cerveau Picho, qui a pris sur lui la responsabilité d'endosser la proposition de loi et de la présenter à l'Assemblée nationale. Donc, depuis qu'elle a été présentée, nous attendons que l'Assemblée nationale programme les débats et le vote sur cette proposition de loi. On nous a fait comprendre que pour l'instant, cela n'a pas encore eu lieu. Pourquoi? Parce que la proposition de loi, pour qu'elle soit adoptée, pour qu'elle devienne loi effective et qu'elle soit promulguée par le chef de l'État, elle ne doit pas violer la Constitution. Et ce qui se passe, c'est que la Constitution de la République démocratique du Congo dit qu'on ne peut pas modifier un ou plusieurs articles de cette Constitution tant que le pays se trouve à l'état de siège. Nous sommes à l'état de siège aujourd'hui dans les provinces de l'Est de la République. Et par conséquent, nous attendons qu'il y ait levé de cet état de siège pour qu'on puisse programmer les débats et le vote sur cette proposition de loi. Alors, j'en profite déjà pour dire que le peuple congolais n'est pas fatigué et ne va pas se fatiguer. Pourquoi? Parce que nous considérons que cette loi elle est cruciale pour la survie et pour la pérennité de la République démocratique du Congo en tant que pays. Pourquoi? Parce que si la souveraineté nationale du pays est menacée, nous devons savoir gérer ces menaces-là. Et la façon de gérer ces menaces, c'est de faire passer cette loi pour que désormais les règles du jeu soient claires. Que dit la proposition de loi exactement? Nous disons que tous les Congolais sont des Congolais et ils ont les mêmes droits dans leur pays. Et par Congolais, j'entends des Congolais des pères et des mères, des Congolais des pères ou des mères, les Congolais qui sont des étrangers mais qui se sont naturalisés à Congolais, ou aussi des apatrides, des gens qui n'avaient pas de pays, qui c'est comme des petits Chinois ou des petits Japonais qui sont nés, on les a ramassés donc dans des poubelles en République démocratique du Congo, on ne sait pas d'où ils viennent, même s'ils ont des yeux à côté, et on voit bien qu'ils sont Chinois ou ils sont Japonais, on les accepte comme Congolais. Donc tous les Congolais restent les mêmes. Et ils ont les mêmes droits dans leur pays. Et ils ont les devoirs aussi. Il n'y a pas que des droits. Ils ont les droits, mais aussi les devoirs de défendre la souveraineté nationale. Alors, nous disons que pendant que nous avons les mêmes droits, et nous pouvons tout faire dans notre pays en tant que Congolais, nous disons, il y a des gens qui peuvent faire certaines choses pour mieux sécuriser la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ces gens-là, ce sont des Congolais des pères et des mères, qui sont seuls
autorisés à occuper des fonctions de souveraineté que je vais énumérer tout à l'heure et qui sont seuls habilités donc à occuper ces fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'on estime que dans ces fonctions-là, on a besoin des compatriotes qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo, qui ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts par rapport à un autre pays. Je donne un exemple. Si vous avez un Congolais qui a une mère congolaise et qui a un père ougandais ou rwandais, d'après la constitution actuelle, il est congolais au même titre que moi qui suis des pères et des mères. Alors ce Congolais-là, il peut tout faire dans notre pays. Mais on dit qu'il ne peut pas occuper les fonctions de souveraineté comme la présidence de la République. Pourquoi? Parce que s'il est mis dans une fonction comme cela, il va être dans une situation de conflit d'intérêts, étant donné que si jamais il y a un conflit comme il y en a aujourd'hui entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ce président de la République qui serait moitié congolais, moitié rwandais, ne peut pas prendre des décisions exclusivement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il ne peut pas gratigner sur le dos du Rwanda de son père, par exemple. Or, à ce niveau-là, nous voulons un chef d'État qui sera 100% loyal à la RDC, mais qui n'a pas de loyauté partagée entre la RDC et un autre pays, comme dans le cas que je viens de mentionner tout à l'heure, entre la RDC et le Rwanda ou entre la RDC et l'Ouganda. Cela s'applique entre la RDC et tous les autres pays de la planète. C'est ça le sens de la proposition de loi que nous avons faite. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo, qui ne sont pas congolais de père et de mère, on ne dit pas qu'ils ne sont pas congolais. Et on ne dit pas qu'ils sont nécessairement étrangers. Donc nous devons faire la part des choses. J'ai entendu quelques discours que je peux considérer extrémistes, où les gens peut-être qui ont mal compris ce que nous proposions et qui ont voulu interpréter cela à leur façon. Moi, je suis tolérant, je comprends. Je voudrais juste qu'on puisse corriger, rectifier cela pour que les gens comprennent qu'on ne fait pas la guerre à ceux qui sont 50% congolais ou bien qui ont un seul parent congolais. Ces gens-là, on ne doit pas les traiter comme des étrangers. Ce sont des Congolais à part entière au même titre que nous qui sommes Congolais de père et de mère. Mais nous devons aussi faire la part des choses. Quand on est métissé, ou bien on est métis, on est mélangé, c'est-à-dire qu'on a un parent congolais et un parent étranger. On est congolais. Mais parmi les métis, il y a des métis étrangers qui ont les deux parents étrangers, qui ont des épouses étrangères, qui n'ont rien à voir avec la République démocratique du Congo. Ces gens-là, ils sont des étrangers. Il ne faut pas les mélanger avec nos métis à nous qui sont des métis congolais. Moi, je connais des métis congolais qui sont plus congolais que nous, qui sont même plus patriotes que nous, qui défendent la République démocratique du Congo bec et oncle, au même titre que les Congolais de père et de mère. Donc nous devons faire cette distinction-là. Docteur Noël Tchani, quand vous parlez de loyauté, vous faites allusion aux conflits extérieurs ou qui sont causés de l'extérieur, qui affectent le pays, ou vous faites allusion à la gestion du pays de façon générale? Parce que là, on voit il y a des Congolais qui, par exemple, qui sont généraux au sein de l'armée, mais qui ont facilité la chute des Bunagana au mois de juin 2022. Ça ne s'arrête pas là. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui se font arrêter, qui sont auditionnés en série au niveau de la NER, mais ils sont de Congolais. La loyauté se situe justement à quel niveau? Non, la loyauté, c'est la capacité d'un individu à ne prendre des décisions qu'en faveur de notre pays, de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. De ne pas être dans cette situation de conflit d'intérêts et d'être loyal un peu ou en totalité à l'égard d'un pays étranger contre la République démocratique du Congo. Par exemple, si nous avons des Congolais qui ont qui partagent la nationalité, qui partagent donc la loyauté avec un autre pays, ces Congolais-là, ils seront dans une situation de conflit d'intérêts parce que s'ils sont dans l'armée et que l'armée doit pouvoir bombarder un pays voisin pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, et lui, il ne peut plus toucher sur la gâchette pour tirer sur ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'il a des parents qui sont de l'autre côté. Ce monsieur-là ne peut pas être loyal 100% à la RDC. Nous voulons que dans ces institutions de la République, l'armée nationale congolaise, la police nationale congolaise, les services de sécurité, tout comme dans d'autres fonctions de souveraineté que je vais mentionner tout à l'heure, qu'on ait des compatriotes qui ne soient à mesure de prendre des décisions qu'en faveur de la République démocratique du Congo et son peuple.
un point intérêt. Mais dans votre proposition, Dr Noël, de conflit d'intérêts. Justement, dans votre proposition, est-ce qu'il existe des sanctions pour certains Congolais? Parce que c'est noble de prioriser le fait d'être 100% Congolais dans la gestion, par exemple, des fonctions régaliennes, comme vous faites allusion là. Mais est-ce qu'il y a des sanctions pour certains Congolais à 100% qui seront déloyaux à la République? Il y a des sanctions. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait un état de droit. Si vous êtes Congolais, que vous soyez Congolais à 100% ou Congolais moitié-moitié, comme on dit, et que vous faites des actes qui sont contre votre pays, vous avez trahi votre pays. On va vous juger pour haute trahison si vous êtes dans l'armée ou bien la police. Et la cour martiale s'applique dans ces conditions-là si vous êtes dans l'armée ou bien la police. Donc, et si vous êtes citoyen ordinaire et vous faites des décisions, vous faites des choses qui trahissent votre pays, on va vous juger pour haute trahison. Dans ces conditions-là, c'est le droit qui doit s'appliquer. C'est l'état de droit qui doit s'appliquer. Chacun de nous doit se comporter à l'égard du pays comme s'il était le seul à défendre ce pays-là et que le sort du pays ne dépend que de lui. Et si vous arrivez à ne pas faire ce que vous devez faire pour défendre votre pays, vous avez trahi la République et on va vous juger, vous condamner en fonction donc des lois en vigueur. Vous avez le temps de lire certaines réactions au sujet de votre proposition sur la toile, les réactions venant spécifiquement du camp Katumbi. Est-ce que vous avez un problème particulier avec Moïse Katumbi? Ce mec-là, moi, je ne sais pas pourquoi il veut déstabiliser la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il fait, à l'intérieur tout comme à l'extérieur, ça montre bien qu'il n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Il trahit la RDC qu'il a enrichie jusqu'aux dents à tous les jours. Je venais de lire tout à l'heure là un livre que je vais rendre public pour que les gens, tout le monde puisse lire. Le livre s'intitule « L'art de piller propre ». Et vous voyez comment le monsieur a pillé la République. Et il a pillé la République pour se faire une fortune et au détriment du peuple souverain. Et quand il prétend pouvoir défendre les Katangais ne connaissent pas. Quand ils vont lire ce livre-là, ils vont réaliser que nous avons un mafieux parmi nous qui se comporte exactement comme la mafia italienne le fait donc en Italie. Donc, essayer de présenter une proposition de loi qui va dans l'intérêt du peuple congolais pour défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, et eux, ils veulent transformer cela à une histoire personnelle, que ça le vise lui, ça montre bien que c'est un égoïste. Nous avons, je vous ai dit tout à l'heure, là, nous avons des métis congolais, c'est-à-dire des enfants qui ont un parent congolais noir et un parent étranger blanc. Ces métis-là, ils comprennent la proposition de loi que je suis en train de faire ici. J'ai animé une conférence il y a 3 jours avec les métis de la RDC, les associations des métis de la RDC. Et vous savez quoi? Ils ont compris où est-ce que se trouve l'intérêt des métis congolais dans la proposition de loi que nous avons ici. En tant que citoyens congolais, les métis de la RDC ont l'obligation de défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale parce que ce sont des biens intangibles mais qui profitent à tout le peuple congolais. Si nous perdons la souveraineté au profit d'un pays étranger, nous deviendrons des esclaves dans notre propre pays et on deviendra des esclaves des étrangers au service des étrangers au détriment du peuple congolais. Or, le peuple congolais comprend non seulement les Congolais de père et de mère, mais aussi les métis congolais qui deviendraient aussi esclaves dans leur propre pays. D'où les métis, même s'ils ne peuvent pas accéder aux fonctions de souveraineté, ils ont intérêt à ce que cette loi soit approuvée. Pourquoi? Parce qu'elle va protéger qui? Elle va protéger la souveraineté nationale qui profite à tous les Congolais, y compris eux, les métis congolais. Par contre, les étrangers, les métis étrangers, c'est-à-dire issus des combinaisons entre étrangers et étrangers qui n'ont rien à voir avec la République démocratique du Congo. Ils s'en foutent éperdument que cette loi puisse passer. Vous savez pourquoi? Parce que si la loi ne passe pas et que ce pays bascule sous le contrôle des étrangers, peut-être que ces étrangers-là, c'est les pays des parents de ces métis étrangers-là. Donc c'est eux qui vont en bénéficier. Mais les métis congolais vont en pâtir. Ils vont souffrir. Pourquoi? Parce qu'on perdra la souveraineté nationale qui est un bien qui doit profiter à tous les Congolais. Les étrangers doivent pouvoir nous respecter. Donc, dans ce sens-là. Donc, par conséquent, les gens de Moïse Katumbi, ce sont des naïfs Congolais qu'on est en train de manipuler avec quelques billets de banque. Et les anciens ministres, ils ont démissionné et puis on les a vus sur la tombe de la maman de Moïse Katumbi. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on est plus intelligent que le reste de la République. Je voudrais rappeler à tout le monde
que nous sommes dans un pays où la nationalité se transfère de parent à l'enfant par le sang. Ok? On ne dit pas que la nationalité en République démocratique du Congo se transfère donc d'un parent à un enfant par le lieu d'enterrement des parents. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez des Congolais qui partent aux États-Unis pour se faire soigner et ils meurent aux États-Unis. Ces Congolais-là ne peuvent pas dire, mais soudainement, ils sont devenus donc des Américains parce qu'ils sont entrés aux États-Unis. Où il y a eu donc des étrangers qui sont venus sur notre sol, qui ont vécu avec nous. Et ils sont décédés sur notre sol. On les enterre avec honneur, on les respecte. Mais cela ne donne pas droit à leurs enfants de devenir Congolais et de prétendre pouvoir diriger la République démocratique du Congo parce que la tombe de leurs parents se trouve sur le sol congolais. Je suis étonné qu'il y ait des ministres qui raisonnent de cette façon-là. Je suis vraiment étonné. Par conséquent, ce monsieur-là qui est allé s'incliner à la tombe d'une étrangère qu'on a enterrée sur notre sol, c'est très bien de pouvoir vénérer donc les morts et on respecte cela. Mais cela ne confère en rien à l'enfant de cette personne qui a été enterrée sur notre sol le droit d'être congolais et de diriger la République démocratique du Congo parce que la tombe de sa mère se trouve sur notre sol. Et au fait, ça confirme le fait que ce monsieur-là n'est pas congolais. Parce que s'il était congolais, il aurait insisté sur les faits suivants. Mon père est congolais, originaire de tel coin. Ma mère est congolaise, originaire de tel coin. Et par conséquent, moi, je suis congolais. C'est comme moi que je vous dis tous les jours. Je suis congolais de père et de mère. Pourquoi? Parce que mon père est originaire du village de Benampiana, en Ghana-Jiga. Mes arrière-grands-parents, tout jusqu'à 10 générations que j'ai pu identifier, sont originaires de là. Ma mère est originaire du village de Benakaseki, en Ghana-Jiga. Et vous pouvez suivre jusqu'à 10 générations qu'on a pu identifier. Ils sont tous originaires de là. Je suis congolais de père et de mère, congolais d'origine. Et on ne peut pas me dire qu'une autre personne va avoir une définition d'être congolais simplement par le lieu d'enterrement de sa mère. Ça n'existe pas. Voilà, docteur Noël Tchani, c'est très clair pour des gens qui vous attaquent et qui attaquent votre initiative. La réponse est là. On va continuer avec d'autres sujets d'actualité. Docteur, nous suivons de près tout ce qui se passe à l'est de notre pays par rapport à l'insécurité qui ne fait que s'agrandir, qui ne fait que croître et nos compatriotes vivent de plus en plus dans la peur de pouvoir se faire mourir ou se faire massacrer, j'allais dire, par des terroristes rwandais. Une feuille de route a été signée en novembre 2022 à Luanda. Malgré les multiples refus du gouvernement de dialoguer avec le M23, ils ont quand même accepté de signer cette feuille de route-là. Le Rwanda a également signé parce que moi je l'ai toujours dit, le M23 en vrai n'existe pas. C'est l'armée rwandaise qui existe et qui tue au Congo sous l'emblème ou le nom du M23. Le Rwanda a signé la feuille de route. Pourquoi le Rwanda jusqu'à aujourd'hui refuse d'appliquer sa part de responsabilité? Avant de passer à ce nouveau chapitre, je voudrais qu'on puisse clôturer la discussion sur la proposition de loi. La prochaine étape, c'est quoi? J'appelle toute la population congolaise, tous les Congolais, à assumer la responsabilité de la protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Comment? J'appelle tout le monde à marcher avec moi. Vous organisez une marche? On organise donc une marche. Et cette marche-là, ce sera peut-être la plus grande marche de l'histoire de la République démocratique du Congo. Comment? Nous demandons que tous les Congolais, ceux qui sont dans la ville de Kinshasa ou dans les environs, marchent avec nous le 15 mars 2023 à partir de 24 communes de Kinshasa. On ne va pas dire que tout le monde doit s'attrouper à tel endroit pour arriver à tel. De partout où vous êtes, vous marchez de façon à converger au palais du peuple pour que nous arrivions là-bas au même moment à 11h du matin, le 15 mars 2023. Et nous allons déposer un mémorandum. Pourquoi la date du 15? La date du 15, c'est parce que c'est le jour de la rentrée parlementaire, la session parlementaire de mars 2023. Donc, le jour que le Parlement réouvre ses portes pour commencer les débats, nous allons marcher pour déposer un mémorandum dans les mains des présidents de deux chambres, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat, pour leur demander gentiment, pacifiquement, d'aligner la proposition de loi Tchani pour débat et pour vote par les députés nationaux. Nous sommes en démocratie. On ne peut pas étouffer l'opinion donc de quelques individus s'ils estiment que cela est important pour le pays. Et dans ce cas, ici, la majorité des Congolais réclament cette loi. Donc, c'est ça que nous allons faire le 15 mars. Nous allons converger vers le palais du peuple
où nous allons atterrir tous au même moment à 11h du matin, déposer ce mémo dans les mains des présidents de 2 chambres et réclamer que cette proposition de loi soit alignée pour débat pendant cette session de mars 2020. Il faudrait alors pour l'instant ou pour les moments suspendre l'état de siège afin d'aligner la loi ou... Nous demandons aux autorités politiques de trouver une formule pour que l'état de siège ne puisse plus gêner la présentation de cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. S'il faut suspendre l'état de siège, il faudra que les autorités puissent suspendre. S'il faut lever l'état de siège, il faudra le faire. Mais nous voulons qu'on puisse baliser le terrain, que tous les Congolais soient conscients que notre pays est exposé à des menaces sérieuses d'atteinte à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale. Si cette loi n'est pas adoptée, nous demandons que tout le monde conjugue les efforts pour qu'on arrive à cet objectif. Voilà, la feuille de route de Luanda. Oui, il y a cette feuille de route de Luanda, de Nairobi, qui appelle les uns et les autres à des devoirs. Et nous constatons et nous le savons. Moi, je ne suis pas naïf. Depuis que cette histoire a commencé avec les Rwandais et depuis que Paul Kagame est président du Rwanda, il joue à ce jeu des mensonges. Là. Il excelle dans les mensonges. Il avait habitué la communauté internationale à mentir et à ne pas respecter sa parole. Il est pris dans son propre piège. Pourquoi? Parce que la RDC, à travers les accords de Rwanda, à travers les accords de Nairobi, la RDC a montré sa bonne foi, je veux dire, sa bonne foi pour que ces envahisseurs étrangers, le M23, qui est composé donc des terroristes rwandais, en réalité des militaires rwandais, pour que ces terroristes rwandais se retirent calmement, qu'il n'y ait pas donc effusion de sang. Et je peux saluer la volonté du président Tshisekedi d'éviter cette effusion de sang en donnant la chance à la paix qui doit intervenir de cette façon-là sans qu'il y ait donc beaucoup de dégâts qui résulteraient donc de guerre. Mais ce n'est pas seulement cette bonne volonté qui encourage les actes de hostilité. Mais vous savez, mais chaque chose a un temps. Nous avons trop patienté et trop attendu et ça montre très clairement que les Rwandais ne jouent pas franc jeu. Je suis content que le président de la République se trouve aujourd'hui à Davos pour parler à tous les leaders du monde, pour leur faire comprendre que malgré la bonne volonté de la RDC, le Rwanda continue à se comporter comme une épine sous les pieds et empêche le développement de notre pays et de la sous-région. J'estime qu'après maintenant, si le Rwanda ne peut pas se retirer, Monsieur le Président, s'il vous plaît, assumons nos responsabilités. Allons en guerre avec le Rwanda. S'il faut engager des mercenaires, on peut louer des avions militaires, bombarder ce petit truc-là donc en quelques jours et en finir une fois pour toutes. Il faut qu'on puisse y aller. Et les conséquences en termes de droits de l'homme. La blague a trop duré. Les droits de l'homme, nous avons 10 millions de morts dans notre pays et nous continuons à compter les morts. Où sont les droits de l'homme alors? Il faut que tous ces pays-là reconnaissent que nous avons trop attendu, nous avons été trop patients. Aucun autre pays du monde n'aurait accepté ce que nous avons accepté. S'il faut bombarder ce petit truc-là qu'on appelle le Rwanda, il faut le faire et qu'on avance et qu'on en finisse une fois pour toutes. On a encore de Rwandais au sein de l'armée, Dr Noël. Ils peuvent tourner contre les mercenaires qui peuvent venir et commencer à tuer les mercenaires. Tout est possible parce qu'ils gagnent quand même de l'argent. Ils vivent de cette magouille-là, de cette infiltration au sein de l'armée. Et même certains Congolais à 100% au sein de l'armée qui sont loyaux à Kigali, ils sont toujours au sein de l'armée. Je vous ai dit tout à l'heure là que nous devons prendre des mesures idoines pour arriver à exfiltrer les infiltrés de nos institutions de la République, non seulement de l'armée, de la police, des services de sécurité, mais de toutes les institutions de la République. Il va falloir qu'on arrive à un moment donné à identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Celui qui ne peut pas être 100% loyal à la RDC, qu'on le mette en position où il ne peut pas nuire à la République démocratique du Congo, à commencer par l'armée, la police, les services de sécurité. Donc la loi que je propose, c'est un début, ce n'est pas la fin. C'est un début pour arriver à exfiltrer les infiltrés des institutions de la République. Et par la suite, on devra regarder plus bas dans toutes les institutions, à tous les échelons, pour voir si les personnes qui travaillent dans nos services étatiques sont effectivement des Congolais qui peuvent être loyaux à la République démocratique du Congo. Donc c'est un processus que nous allons commencer et qui doit être mené de façon responsable, sans xénophobie, sans
vengeance à l'égard d'une catégorie de personnes ou d'autres à cause de leur faciès, donc de leur faciès ou bien de la façon dont le visage donc se présente, mais que nous soyons responsables à tamiser ces gens-là pour que nous puissions connaître exactement qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Et celui qui n'est pas avec nous, qu'il soit mis hors d'état de nuire. Et ceux qui trahissent, mais qui sont supposés être avec nous, qu'ils soient jugés conformément aux lois de la République, qu'on les accuse de haute trahison et qu'on les mette donc à l'égard de façon transparente. Comment trouver les justes milieux entre le fait de ramener d'abord la paix, parce que ça fait quand même, ça fait de trop, chaque jour il y a de morts. Comment ramener la paix, en même temps nettoyer l'armée qui est infiltrée, mais aussi répondre rigoureusement au Rwanda pour que ça cesse une fois pour toutes. On ne va pas faire l'un après l'autre sans qu'il y ait des conséquences. On va faire l'un et l'autre simultanément et au fur et à mesure qu'on avance, en étant responsable de façon à neutraliser le Rwanda et à exfiltrer les infiltrés parmi nous. On doit le faire de façon progressive et de façon méthodique. Donc, si on attend qu'il y ait d'abord ça qui soit fait et qu'on termine et puis qu'on ne va jamais y arriver. Par conséquent, le Rwanda est devenu une épine sous les pieds de la République démocratique du Congo. Il faut sortir cette épine-là aussitôt que nous pouvons. Pendant que nous sortons cette épine, les pions que le Rwanda a placés en République démocratique du Congo dans toutes les institutions de la République, on doit être en mesure de les identifier. Donc, quand on les identifie, on les met hors d'état de nuire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens que le Rwanda a placés parmi nous, ils prétendent être Congolais. S'ils prétendent être Congolais et le Rwanda prétend qu'ils sont Congolais, d'où ils doivent être gérés et jugés d'après les lois congolaises. Le Rwanda ne doit pas nous dire si on enlève un Rwandais qu'on avait placé en RDC dans un service quelconque et on dit, toi, tu es Congolais, on t'amène à Makala. Tu as trahi le pays, tu es en train de trahir le pays. Le Rwanda ne peut pas intervenir parce que le type est supposé être Congolais. Donc, nous allons faire cela. On ne va pas appeler ça la chasse à l'homme, mais le nettoyage des institutions de la République, il doit commencer et il doit passer par des actes de ce genre-là. Donc c'est très important quand vous évoquez le mot xénophobie, les mots faciès, tout ça, parce que les Banyamulenge se sentent en quelque sorte visés par des messages qu'ils interprètent de leur façon. Ils sont visés par des messages de haine, des messages de xénophobie. Ils ont été reçus en novembre 2022 par le président, demandant d'être plus sécurisés parce qu'ils étaient dans les viseurs de je ne sais pas qui ou quoi. Aujourd'hui, il y a un rapport d'une enquête qui a été établie qui accable plutôt les Banyamulenge qui se font appeler la communauté Banyamulenge alors qu'ils sont Banyarwanda. Ils ont financé à la hauteur de 1 million de dollars américains des terroristes et des groupes armés à l'est du pays dans l'objectif de continuer à piller. Ils sont dans les viseurs du FBI. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de dire qu'ils sont en insécurité d'un côté et de chercher à être protégés de l'autre côté? Ils sont eux-mêmes en train de causer cette insécurité en instrumentalisant les groupes armés. Les institutions de la République doivent sécuriser tous les Congolais. Nous avons 450 tribus ou groupes ethniques. Il faut protéger tous les groupes ethniques de la même façon. On ne va pas déployer des efforts extraordinaire pour protéger un petit groupe parmi nous et négliger au détriment donc des autres. Donc cette histoire de pouvoir réclamer tout parce qu'on est communauté de ceci, moi je ne suis pas d'accord. La loi est dure, c'est la loi. La loi doit s'appliquer à tout le monde. La protection doit s'appliquer à tous les groupes ethniques congolais. Et si vous vous comportez comme des Congolais, il n'y a pas de raison qu'on puisse vous protéger, vous, plus que on protège tous les autres Congolais. On vous protège contre quoi? On vous protège contre les 450 tribus congolaises? Non, on doit protéger tous les Congolais au même titre que tout le monde. Par conséquent, je conseille à toutes les autorités publiques d'être justes à l'égard de toute la population congolaise. Nous avons des gens dans chacune de nos tribus qui ont souffert de ces activités menées par ce groupe ethnique-là et nous ne pouvons plus continuer à être, si je peux dire, mobilisés en leur faveur contre le reste de la République. Que tout le monde soit protégé de la même façon, un point, un trait. Les Rwandais là, en vrai ils ne sont pas congolais, les Banyarwanda ils ne sont pas congolais. Quelle est la solution ultime, docteur? On en a vu de trop, des déclarations, ils ont été reçus par le président, mais jusque-là, aucune manifestation de soutien au FRDC, aucune déclaration de désolidarisation
face à Kagame ou au M23. Au contraire, je me souviens au même mois de novembre, Moïse Nyarugabo, devant le Parlement, il a demandé au bureau de l'Assemblée de pouvoir dialoguer directement avec le M23, sinon le peuple congolais va en assumer les conséquences. Vous savez, ces menaces-là dans notre pays, on ne doit pas céder à des menaces de grands pays, on doit nous respecter. Si ce monsieur-là que vous mentionnez est congolais, il devait être le premier à être préoccupé par la sécurité de la République démocratique du Congo. Et il doit ignorer ce qui se passe donc dans d'autres pays. Si lui défend les Rwandais plus qu'il ne défend les Congolais, peut-être qu'il devrait être sénateur au pays parlementaire au Rwanda et pas en République démocratique du Congo. Mais les institutions de la République doivent être utilisées pour la protection des intérêts des Congolais. Et cela s'applique à tout le monde. Je suis étonné qu'il soit autorisé à pouvoir nous donner des leçons dans notre propre pays et à nous menacer en étant dans notre propre pays. S'il se sent à l'aise au Rwanda, qu'il aille vivre au Rwanda, mais qu'il nous laisse la paix aussi ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler une fois pour toutes cette situation de Banyamulenge, Banyarwanda, Congo, xénophobie? Quand vous avez des lois comme la loi Tchani qui sont adoptées dans notre pays, les règles du jeu sont claires. Et les gens doivent pouvoir déterminer que des lois similaires doivent être appliquées à tous les échelons. La loi que je propose ici s'applique à qui exactement? Les postes à verrouiller et qui doivent être réservés aux Congolais nés de père et de mère, qui sont 100% loyaux à la RDC, qui ne sont pas dans des situations où on a des sénateurs ou des députés nationaux, mais qui parlent en faveur du Rwanda ou de l'Ouganda, comme celui que vous venez de mentionner là. Ces lois s'appliquent à qui? Un, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, les hauts magistrats de la République, comme le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de cassation et les autres juridictions, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le Premier ministre, les ministres régaliens, Finances, Défense, Justice, Intérieur et Affaires étrangères, l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, la Direction générale des migrations, les gouverneurs des provinces, tous les gouverneurs de 26 provinces de la RDC. Et en plus de cela aussi, nous voulons ajouter maintenant tous les ambassadeurs de la RDC à l'étranger. Pourquoi? Parce que les ambassadeurs sont les représentants du chef de l'État dans les pays étrangers. Si on a un chef d'État qui est 100% congolais, il ne doit pas envoyer quelqu'un qui n'est pas, qui ne correspond pas à sa vision, donc à l'étranger. Donc les ambassadeurs de la RDC à l'étranger doivent être aussi 100% congolais. En plus de cela, tous ces postes-là, les époux et les épouses, pardon, les époux et les épouses de tous ces postes de souveraineté doivent être des Congolais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer un chef d'État dans un poste qui est de père et de mère, mais qui dort à côté d'une femme qui est rwandaise ou ougandaise. Et je crois que c'est une menace sérieuse sur ce chef de l'État-là physiquement, mais également c'est une menace sérieuse sur la protection des intérêts du pays, parce que cette femme-là va intervenir tout le temps en faveur du pays d'origine d'où elle vient. Donc il faut qu'on puisse avoir dans ces hautes fonctions-là, hautement stratégiques pour la RDC, des gens qui ne seraient que 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Par conséquent, les époux et les épouses, ils doivent être aussi de père et de mère. Donc voilà grosso modo les postes qu'il faut verrouiller, et nous allons commencer par là. Cela ne va pas être la fin du monde. Ces postes-là, quand vous les comptez, bon, ils ne sont pas très nombreux par rapport à la population générale de la RDC qui est de 107 millions d'habitants. Donc ça ne représente même pas 1% de toute la population de la RDC quand on arrive à évaluer ce poste-là. Mais maintenant, il va falloir qu'on adopte d'autres lois pour descendre au niveau des institutions, pour se dire à quel niveau on doit avoir des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Regardez par exemple les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils ont commencé par les chefs de l'État. Pour être chef de l'État aux États-Unis, il faut être né sur le sol américain. D'où tous les Américains qui sont venus de l'extérieur et qui ont émigré aux États-Unis sont exclus. Ou même les Américains qui sont nés à l'étranger et qui ne sont pas nés sur le sol américain, ils sont exclus. La loi est dure, mais c'est la loi. Maintenant, une fois qu'ils ont adopté cette loi pour protéger la haute fonction qui est celle de président des États-Unis d'Amérique, ils ont adopté d'autres lois, par exemple, qui disent que pour travailler dans les institutions
du gouvernement fédéral, il faut être américain. Les gens qui sont des détenteurs de green card, des cartes vertes aux États-Unis, ils sont assimilés aux citoyens américains. Mais des green cards, vous continuez à être étranger, vous ne pouvez pas voter aux États-Unis et vous ne pouvez pas travailler dans une agence du gouvernement fédéral. Moi, on m'avait refusé de travailler à la Banque centrale américaine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient estimé qu'en étant résident permanent aux États-Unis, vous êtes assimilé aux Américains, mais vous n'êtes pas américain. Vous ne pouvez pas voter et vous ne pouvez pas travailler dans une agence du gouvernement fédéral. Cette loi-là, elle est dure, mais c'est la loi. Ça exclut près de 100 millions d'Américains ou 100 millions donc de résidents aux États-Unis. Ça les exclut sur les 350 millions qui constituent la population totale des États-Unis d'Amérique. La loi est dure, mais c'est la loi. Dans notre pays aussi, on doit pouvoir appliquer des lois similaires. Cela ne veut pas dire la discrimination à l'égard donc d'un petit groupe de personnes. Les intérêts du pays sont plus importants que les intérêts donc individuels. Par conséquent, protégeons la souveraineté nationale qui est notre bien commun. Protégeons ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qu'il puisse avoir des règles transparentes d'accession au pouvoir. Et quand on a ces règles-là, c'est bon pour tout le monde, pour les Congolais de père et de mère, pour les Congolais de père ou de mère, pour les Congolais naturalisés, pour ceux qui vivent en République démocratique du Congo. Ils doivent avoir intérêt à ce que le pays soit stable et qu'il soit géré de façon transparente et que les règles pour accéder à ces hautes fonctions sont bien définies et très claires. Docteur Noël, avant de passer au prochain, peut-être le dernier sujet de cette session d'information, pendant qu'il y a eu la signature de la feuille de route de Luanda, il y avait des sanctions au fait au niveau de la feuille de route. S'ils ne respectent pas, ils seront sanctionnés. S'ils ne respectent pas, ils seront bombardés. L'EAC et nos FARDC. Jusqu'aujourd'hui, Kibumba serait déjà libéré par le M23 et Rumangabo également, mais malheureusement la société civile alerte déjà qu'ils n'ont pas libéré. Ils sont en tenue civile et ils sont toujours visibles dans ces villages-là. Docteur Noël, l'EAC est venu dans notre pays, un peu comme la MONUSCO, pour officialiser la balkanisation ou pour créer une zone tampon. Pourquoi les FARDC n'ont pas accès aux zones soi-disant libérées par les groupes armés? J'ai toujours fustigé la création des zones tampons sur le territoire de la RDC, zones tampons où l'armée de la RDC n'a pas accès. Je considère que si les forces de la communauté des États d'Afrique de l'Est sont venus pour nous aider, ils devaient partout où ils sont déployés, ils devaient être avec les FARDC. Avoir des zones qui sont accessibles à l'armée de la communauté des États d'Afrique de l'Est, mais qui ne sont pas accessibles à l'armée congolaise, correspond en d'autres termes à la balkanisation de la RDC. Ceux qui ont négocié ces accords-là, je suis navré. J'estime qu'ils n'ont pas fait un bon travail. Et je ne suis pas surpris d'apprendre aujourd'hui qu'il y a un ex-conseiller spécial du président pour des questions privées qui se trouve aujourd'hui aux arrêts et qu'on a trouvé dans sa maison un passeport rwandais en cours de validité. Quand vous avez des gens comme ça qui nous représentent partout où ils passent, ce sont des gens à loyauté partagée. Tantôt, ils nous font croire qu'ils sont là pour le Congo, tantôt, ils négocient pour les pays étrangers, ils sont payés par les pays étrangers. C'est pour ça que je dis encore une fois de plus, Congolais, ouvrons les yeux et le bon, au moment où ce n'est pas encore trop tard. Nous venons de célébrer hier l'anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Il faut que les Congolais ne soient pas simplement dans l'ambiance de la jouissance, où il y a une occasion de fête, on a un jour férié, on reste à la maison, mais on ne sait pas ce que ça signifie cette fête-là. C'est ça. La fête du 17 janvier 2023 doit nous interpeller. Il s'agit de la mort de quelqu'un, de l'un d'entre nous, qui s'est sacrifié, lui et d'autres compatriotes, les martyrs de l'indépendance, mais également l'Impolo, Kito et consorts. Ils se sont sacrifiés pour que le Congo accède à la souveraineté nationale et internationale. Cela veut dire quoi? Accéder à la souveraineté nationale et internationale, ça veut dire que nous devons être gérés par nous-mêmes. La gouvernance du Congo doit revenir aux Congolais. On n'avait pas dit en 1960 que la gouvernance du Congo doit revenir aux Métis que les Belges avaient laissés en RDC. Ils étaient là, pourquoi on ne leur a pas donné le pouvoir? C'est ça.
on s'est battu pour que la gouvernance du Congo revienne à nous, les Banamboka, Bakolomboka, les propriétaires de la terre, les Congolais autochtones, c'est-à-dire des pères et des mères, qui soient nés donc ici et qui sont propriétaires de cette terre-là. Maintenant que Lumumba est mort, 63 ans après, je suis écœuré et choqué d'entendre parfois des gens qui disent « Oh là là, mais la gouvernance ne nous a pas permis de développer le Congo comme on le souhaite, donc maintenant, pourquoi ne pas donner la chance aux étrangers ?» J'ai dit quoi? On va donner la chance aux étrangers de gérer notre pays, les étrangers qu'ils partent chez eux, qu'ils aillent gérer leur pays chez eux. Mais ici au Congo, nous pouvons avoir commis des erreurs. Nous avons appris de nos erreurs. Aujourd'hui, nous avons des Congolais instruits, expérimentés, capables de diriger la République dans l'intérêt du peuple congolais. Nous allons choisir toujours parmi nous les Congolais ceux qui remplissent les critères pour diriger donc la République au profit de tous. Et les étrangers, ils sont les bienvenus dans notre pays, ils peuvent cohabiter avec nous et ils peuvent tout faire dans notre pays, sauf toucher à la souveraineté nationale, sauf toucher à ces fonctions de souveraineté qui sont exclusivement réservées aux Congolais nés de pères et de mères congolais d'origine. Processus électoral, Dr Noël Tchani, c'est par là que nous allons les voir chuter dans cette émission. Docteur, Pardon. Vous serez candidat président? Je suis en train, avec mon parti politique, je voudrais déjà vous informer, je voudrais déjà vous informer que mon parti politique s'appelle la Force du Changement. Il a reçu l'arrêté signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc nous sommes un parti légalement établi et reconnu et nous sommes autorisés à opérer sur l'ensemble du territoire national. Nous faisons d'ailleurs appel à l'adhésion des membres et à candidature pour la députation nationale. C'est-à-dire que si vous voulez adhérer à la Force du Changement parti politique pour être membre ou même pour être candidat à la députation nationale ou provinciale, envoyez votre nom, votre numéro de téléphone aux adresses suivantes. Envoyez. Aujourd'hui, les choses sont faciles, on peut les faire par WhatsApp. Envoyez simplement un message WhatsApp en disant « Je m'appelle tel, voici mon numéro de téléphone, je réside dans tel territoire, je voudrais adhérer à la Force du Changement parti politique ou aussi je souhaiterais être candidat à la députation nationale ou provinciale. » Nous allons pouvoir examiner les candidatures de chacun. Les memberships, pour être membre, c'est gratuit. Tout le monde peut adhérer. Il n'y a pas de critères. Tant que vous êtes Congolais, vous pouvez adhérer. Congolais des pères et des mères, Congolais des pères ou des mères, Congolais. Tous les Congolais peuvent adhérer, devenir membres de la Force du Changement. Nous sommes inclusifs. Maintenant, si vous voulez être candidat à la députation nationale ou députation provinciale, vous pouvez aussi exprimer vos ambitions. Pas la présidence, disant, parce que vous-même... Même si vous voulez... Non, nous sommes démocrates. Vous voulez être candidat à la présidence au nom de la Force du Changement, envoyez aussi votre candidature. Nous allons examiner ça aux côtés d'autres candidatures et déterminer le meilleur candidat parmi nous pour représenter donc le parti. Donc, en ce qui me concerne, nous sommes en train d'évaluer la situation sérieusement. Dans les quelques semaines qui viennent, nous allons annoncer la décision, notre analyse de la situation et notre décision de participer aux élections à tous les échelons. En ce qui me concerne au niveau présidentiel et en ce qui concerne les autres au niveau présidentiel ou au niveau local. Donc, nous sommes encore dans cette phase-là d'analyse de la situation et nous allons prendre cette décision que nous allons rendre publique de façon transparente à tous les Congolais. Parce que plusieurs personnalités l'ont déjà fait. Il y a même Denis Mukwege, on entend dire Denis Mukwege est candidat de l'Union européenne. L'Union européenne est une province de la RDC. L'Union européenne est quoi? Je ne veux pas entrer dans les cases individuelles. Moi, si je suis candidat, je serai candidat du peuple congolais, demandant le suffrage aux Congolais de me donner leur voix pour que je puisse être leur président et diriger la RDC au profit de façon transparente. Donc je ne peux pas parler pour un autre candidat. On aura des moments pour avoir engagé des débats entre candidats. Ceux qui ont des visions comme nous. Vous accepterez un débat avec Katumbi sur un plateau? J'étais dans l'émission avec Bossolo na politique et on a dit que il dit ceci, il dit cela dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Je lui dis, au lieu d'aller raconter ces histoires-là, qu'ils viennent et qu'on s'affronte. Qu'ils viennent et qu'on s'affronte dans un débat télévisé. Et en je quelle crois langue? que ça va être...
Bon, la langue officielle de la RDC, c'est le français. Donc, il faut que chacun de nous se prépare à conjuguer les verbes correctement et qu'on vienne donc s'affronter dans un débat télévisé devant le peuple congolais et le peuple va trancher. Vraiment. Donc, qu'ils viennent défendre, par exemple, ces positions contraires à la loi que je propose. Et moi, je propose la loi comme étant l'instrument principal de défense de la souveraineté nationale. Et je dis que les postes de souveraineté doivent être réservés aux Congolais nés de père et de mère congolais. Maintenant, s'il a un point de vue contraire, qu'il vienne dans ce débat-là, qu'il n'envoie pas ses émissaires. Je veux que les concernés puissent avoir le culot, le courage, la force. Ça fait partie quand même du cahier des charges, hein? Ça fait partie des plans d'action. Si jamais vous devenez président, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ça ne je vous dis par exemple que si la loi que je propose ici ne passe pas maintenant, je vais déclarer ma candidature à la présidence de la République en partie à cause de ça. Pour dire que tous ceux qui ont gêné... Chantage aux députés ou non, au pas président? chantage aux députés. En disant simplement tous ceux qui n'ont pas soutenu cette proposition de loi, je voudrais bien qu'on puisse examiner leur situation individuelle. Est-ce qu'ils sont véritablement congolais? Si vous êtes pour cette loi, votez pour Noël Tchani, président de la République en 2023. Et si vous n'êtes pas pour cette loi, ou si vous connaissez des gens qui n'ont pas été favorables à cette loi, ne votez pas pour eux. Ce sera une sorte de référendum populaire. Et je crois que ce sera très transparent. Et vous allez voir que la majorité du peuple congolais optera pour ce candidat-là qui va défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, avec l'idée que si je suis président de la République, je travaillerai avec mon gouvernement et avec l'Assemblée nationale pour que cette loi passe et devienne la loi de la terre, pour que désormais, aucun étranger, aucun individu qui ne soit pas 100% loyal à la RDC ne puisse accéder aux fonctions de souveraineté, pour que désormais ne puisse accéder aux fonctions de souveraineté que les Congolais qui seraient nés de père et de mère congolais, eux-mêmes Congolais d'origine. Donc voilà, ce sera une sorte donc de référendum qu'on va mettre sur la table pour que le peuple congolais se prononce là-dessus. Une petite parenthèse avant de poursuivre avec le processus électoral, docteur. Le dollar, maintenant, c'est $1, vous l'échangez à 22 500 francs. Vous êtes économiste. Vous n'avez pas des propositions fondamentales, idéales à proposer au gouvernement. Vous attendez de devenir président pour régler la situation? En fait, j'ai toujours fait des propositions. Vous savez que j'ai fait une thèse de doctorat qui a porté sur ces aspects-là. La thèse de doctorat à l'Université de Paris-Neuf-Dauphine a porté sur l'indépendance des banques centrales, la responsabilité et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Et j'ai écrit plusieurs livres. La vision pour une monnaie forte ou bien la bataille pour une monnaie nationale crédible. Et d'ailleurs, je viens de publier un livre le mois dernier. Le livre s'intitule Monnaie, banque et commerce extérieur. Donc, je souhaiterais que ce livre-là serve de leçon aux gouvernants, tant politiques, mais également à ceux qui dirigent la politique monétaire. Alors, quelle est mon analyse aujourd'hui? Mon analyse est que voilà donc, c'est le livre que je viens de publier, Monnaie, banque et commerce extérieur, qui est préfacé d'ailleurs par le professeur Évariste Mabi Moulumba, ancien ministre des Finances, mais également ancien Premier ministre. Donc, qui a lu et qui a compris qu'il y a des solutions concrètes qui sont proposées. Donc, les membres du gouvernement et de la banque doivent acheter les livres? Non, je ne demande à personne d'acheter le livre. S'ils veulent, ils peuvent. Vous savez que les Congolais ne lisent pas beaucoup. Donc, ceux qui savent lire et qui veulent lire, mais ce sont eux qui vont voter pour vous. Ils ne lisent pas, mais... Non, je dis simplement que ceux qui veulent, il n'y a personne qui est forcé pour acheter le livre. Mais s'ils veulent, ils peuvent s'en procurer. Le livre est vendu aux éditions du CEPAS par l'éditeur à $50, sauf les étudiants dans les universités où j'enseigne. Il est vendu à $30 dans les universités telles que l'Université catholique, l'Université officielle de Mbujimaï ou bien... Et pourquoi cette différence des prix? Bon, j'ai voulu aider les étudiants. J'ai voulu aider les étudiants, donc c'est juste assez pour couvrir les coûts de production des livres. Donc je ne cherche pas à gagner de l'argent en vendant des livres. Docteur, pendant qu'on n'a pas encore lu ces livres... J'arrive, j'arrive. Je disais tout à l'heure là que la situation monétaire que nous traversons actuelle, mon analyse est celle-ci. Il y a un déséquilibre total entre la masse monétaire en francs congolais et la quantité de devises en circulation dans l'économie congolaise. Vous savez que nous sommes une économie dollarisée et que 95% de l'économie se trouve en dollars. Il s'est fait que lorsqu'on imprime trop de francs congolais,
on inonde les marchés, alors que le matelas de devises reste plus ou moins constant, ou n'a pas beaucoup varié dans les mêmes proportions que les variations de la masse monétaire en francs congolais, il se crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Ce déséquilibre-là était la base de la dépréciation monétaire parce qu'il y a trop de francs congolais par rapport aux dollars qui sont disponibles aujourd'hui. Alors, pourquoi nous arrivons à cette situation-là alors que le pays dit que nous avons augmenté le budget national de 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars aujourd'hui? Un budget national suppose qu'on a autant de recettes en devises, qu'on a autant de ressources publiques qui soient disponibles pour pouvoir faire face aux dépenses publiques. Alors, si nous avons cet équilibre-là, en principe, on ne devrait pas avoir de déficit budgétaire. Pourquoi? Parce que nous avons suffisamment de recettes publiques pour faire face aux dépenses publiques qui sont prévues par le gouvernement. Alors, s'il s'est fait qu'il y a décalage dans l'entrée des recettes publiques, il s'est fait qu'il y ait plus de demandes, de ressources pour faire face aux différents programmes gouvernementaux, donc pour faire face aux dépenses publiques. Il s'est créé donc un déficit, qu'on appelle déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire, il faut qu'il y ait des mécanismes pour arriver donc à le gérer sans pouvoir recourir à la création monétaire. Mais très probablement, s'il y a un déficit budgétaire et que le gouvernement fait pression sur la Banque centrale pour qu'elle puisse imprimer de l'argent, recourir à la planche à billets, on crée plus d'argent qu'on met en circulation et ça contribue à créer le déséquilibre dans les marchés d'échange. J'estime que c'est ça qui arrive. Alors, j'étais très étonné et très choqué par les déclarations du ministre des Finances sur Top Congo il y a 2-3 jours. Pourquoi? Parce qu'il a dit que pour arriver à stabiliser les marchés d'échange, il va donner l'ordre, en quelque sorte, demander à la Banque centrale d'intervenir sur les marchés pour, je pense, injecter suffisamment de devises étrangères afin qu'il y ait donc cet équilibre-là entre l'offre et la demande de la monnaie, mais entre les devises étrangères, mais également les francs congolais disponibles. Moi, je crois que c'est là le problème. Le problème, c'est que le gouvernement ne doit pas donner des injonctions à la Banque centrale du Congo. La Banque centrale doit être autonome. Et ça, c'est écrit dans l'article 176 de la Constitution. On dit que dans l'exercice de ses missions, la Banque centrale est autonome et jouit de l'autonomie de gestion. En d'autres termes, si elle doit intervenir sur le marché d'échange, il faut que ce soit une décision prise par le comité de politique monétaire, par les organes de la Banque centrale. Et la Banque centrale ne doit pas attendre que le ministre des Finances donc lui dise ce qu'elle doit faire. En le faisant, ça veut dire aussi que le même gouvernement, le même ministère des Finances était le premier à demander à la Banque centrale de recourir à la planche à billets. Donc, voilà mon analyse. Donc, la solution, c'est quoi? Dans le court, tout comme dans le long terme. Dans le court terme, il faut que la Banque centrale intervienne en injectant sur le marché d'échange suffisamment de devises pour faire face donc à la demande qui est très importante aujourd'hui, la demande de devises étrangères. Ça va ramener les taux d'échange donc à la stabilité. Mais dans le long terme, nous devons nous battre pour qu'il y ait l'indépendance de la Banque centrale. C'est ça le nœud du problème dans notre pays. L'indépendance de la Banque centrale, ça veut dire que la banque doit analyser la situation et déterminer quelles actions prendre librement de son propre chef, pas attendre que cela ne lui soit dicté par le gouvernement. Je suis souvent écœuré lorsque j'entends la Banque centrale répéter mécaniquement, nous sommes là pour soutenir l'action du gouvernement, la politique du gouvernement. Oui, vous êtes là pour soutenir la politique du gouvernement. Mais la responsabilité de la banque se trouve dans l'article 176 de la Constitution. On définit les missions de la banque et on dit, pour arriver à réaliser cela, jouissez de l'autonomie de gestion, de l'autonomie de gouvernance. Et c'est ça qui fait défaut. Nous avons besoin d'une banque centrale aujourd'hui qui soit vocale dans un environnement comme celui-ci. Vous avez entendu un seul mot sortir donc, de la Banque centrale? Il ne communique pas. Il faut que le public congolais ait confiance dans les actions de la banque. Et pour qu'il ait confiance dans les actions de la banque, il faut que la banque parle, communique, dise clairement quelle est l'analyse de la situation, qu'est-ce qu'on propose et pourquoi on doit intervenir.
À l'absence donc de ces communications-là, on laisse libre cours à la spéculation. Et la spéculation entraîne les taux d'échange toujours à la dépréciation de la monnaie nationale. Parlons du ministre Nicolas Kazadi. Vous aviez suivi quand il déclare que Joseph Kabila ne touchera plus 680 000 $, comme ça a été le cas. Mais maintenant, il y a réduction. C'est de 600 à 75% des 17 000 $ que touche l'actuel président. Quelle est votre réaction? J'ai suivi ces déclarations-là et je suis encore étonné. Et je voudrais rappeler à tout le monde que les principes élémentaires de gouvernance du pays impliquent que quand on a une loi, on respecte la loi. Et quand on a une loi, on respecte cette loi. Si on ne veut pas la respecter, il faut retourner à celui qui avait adopté la loi, qui est l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse réviser la loi. J'ai regardé ce que la loi dit. La loi dit par exemple que la rémunération, la pension de l'ex-président de la République est déterminée chaque année au moment de la loi des finances, au moment où on élabore le budget. Mais nous avions un budget de 4 milliards de francs congolais. Sur ce budget-là, on donnait au président de la République, à l'ex-président de la République, 680 000 $. Si le budget est passé de 4 milliards à 16 milliards, il a été multiplié par 4. On devait s'attendre à ce que la rémunération du chef de l'État augmente aussi. Si on passe de 680 à 17 000 $ par mois, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part qu'il faut régler. Et ce problème-là, moi je propose qu'il soit réglé à travers la loi, de façon transparente, parce qu'on ne veut pas laisser libre cours à la spéculation. Aujourd'hui, demain, après-demain, Kazadi pourrait ne plus être ministre des Finances. S'il y a un nouveau ministre des Finances qui arrive, il peut ramener... Il n'y a pas de documents. Il peut ramener cette pension de l'ancien président, il peut la ramener à 680. C'est ça. Donc, nous voulons éviter tout ça, qu'on puisse individualiser les démarches. Je propose que l'Assemblée nationale puisse réexaminer la loi sur les anciens chefs de l'État pour dire clairement l'ancien chef de l'État, il reçoit une pension de combien? Moi, je propose 15 000 $ par mois, pas plus que ça, 15 000 $ par mois. Maintenant, on peut ajuster maintenant les 15 000 $ par mois avec le niveau d'inflation, en disant que chaque année, s'il y a eu inflation dans le pays, on peut lui accorder 5, 6%, 10% de plus, mais qui est un montant clair, que tous les Congolais connaissent, que quand on a un ancien chef d'État, on touche ce montant-là. Ça, c'est un. Mais la nécessité de révision de la loi sur les anciens chefs de l'État ne touche pas simplement à cet aspect-là de la pension directe qu'il doit toucher. La nécessité implique aussi d'autres avantages. Par exemple, l'ancien chef de l'État doit avoir combien de gardes-corps? Si l'actuelle constitution ou l'actuelle loi sur les anciens chefs d'État lui donne 2 bataillons pour se protéger, nous estimons que c'est trop. Ça coûte trop cher au trésor public. On doit dire clairement dans la nouvelle loi, par exemple, qu'il peut avoir 2 à 4 gardes-corps, un point entrée, pas plus que ça. Le secrétariat de l'ancien chef de l'État, il est de combien? Si l'actuelle loi sur les anciens chefs d'État dit par exemple qu'il peut avoir un secrétariat qui peut aller jusqu'à 50, 100 personnes, nous voulons clarifier que l'ancien chef de l'État peut avoir un secrétariat de 2 à 4 personnes, pas plus que ça. Et puis, il faut clarifier d'autres questions qui ne sont pas simplement liées à la finance. L'implication de l'ancien chef d'État dans la politique active. On doit lui interdire l'implication dans la politique active. Il ne doit pas faire la politique active. Et en plus de cela, qu'on clarifie la question, est-ce que l'ancien chef de l'État peut se représenter aux élections présidentielles ou pas? À mon avis, il faut dire clairement, une fois qu'on a été président de la République et qu'on a fait 2 mandats, on ne peut plus revenir sur la scène politique, on ne peut plus être candidat à la présidence de la République. D'où la nécessité de réviser cette loi-là pour inclure tous ces éléments que je suis en train de mentionner pour que les jeux soient clairs. Les règles du jeu seront claires et transparentes et tout le monde saura à quoi s'en tenir. Vous avez déjà votre carte d'électeur? Oui, je me suis fait enrôler à l'Institut de la Gombe. J'ai la carte d'électeur, donc je suis non seulement prêt à voter pour les futurs dirigeants de la République, mais à me faire voter aussi comme président de la République ou donc à vous serez candidat en attendant que la décision soit prise, mais déjà vous venez d'annoncer que vous serez candidat. Non, je n'ai pas encore annoncé cette décision-là. Elle sera annoncée de façon
spectaculaire. De façon claire, avec une analyse bien spécifique. On n'annonce pas la candidature comme ça sur un plateau de télévision. On va dire, mesdames et messieurs, voici mon analyse de la situation du pays. Voici les failles que je constate dans la gouvernance du pays. Et je suis candidat parce que j'estime que nous pouvons régler ces failles-là. Et voici la vision que nous avons pour l'avenir du pays est basée sur ça. J'ai décidé de me présenter aux élections. Mais on n'annonce pas cela de façon intempestive comme ça sur un plateau de télévision. Comment se déroule, à la façon dont l'enrôlement se déroule sur le terrain, vous pensez vraiment qu'il y aura élection en 2023? Vous savez que j'ai eu le plaisir de rencontrer et j'ai eu beaucoup de ces discussions-là avec lui face à face. Il m'a rassuré qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il déployait tous les moyens pour que la CENI arrive à enrôler tout le monde dans les délais, même s'il y a des retards, s'il y a des problèmes techniques avec des machines ici et là. Il m'a rassuré que cela va arriver à cet objectif-là. Je sais que nous avons des préoccupations sécuritaires à l'est de la République. Moi, j'estime que les préoccupations sécuritaires sont des problèmes qui échappent au contrôle du président de la CENI. Ce n'est pas le président Denis Kadima qui va aller mettre la sécurité donc à Béni et dans le Nord Kivu, et ainsi de suite là. Donc, ce sont des problèmes qui vont au-delà de lui. Alors maintenant, si on lui donne des conditions de paix et de sécurité dans ces territoires-là, il va organiser des élections. Mais si nous n'arrivons pas en tant que pays à rétablir la paix et la sécurité dans tous les territoires donc à l'est de la République, nous allons réévaluer cette situation-là. Donc il y a des choses que la CENI contrôle, il y a des choses qui échappent au contrôle de la CENI que nous tous collectivement, y inclut les autorités politiques, publiques, nous devons pouvoir travailler là-dessus pour que notre pays puisse avoir des conditions idoines pour la tenue d'élections transparentes et crédibles. Vous qui êtes un fervent défenseur de la RDC, avec votre proposition, si jamais les circonstances faisaient en sorte que, de sorte que nos compatriotes de l'Est ne puissent pas se faire enrôler, et bon, disons en quelque sorte, ils sont exclus du processus à cause de l'insécurité croissante, est-ce que vous allez postuler? Mais s'il faut postuler que les élections doivent avoir lieu, je serai candidat comme tout le monde. Il y a eu, la fois dernière qu'on a eu des élections en 2018, il y avait une portion du territoire à l'Est où on n'a pas pu voter. Il y avait près de 1 200 000 personnes qui n'avaient pas participé au choix des autorités actuelles. Et cela n'a pas empêché qu'on puisse avoir des élections et que la majorité de Congolais ayant voté, que les nouveaux dirigeants soient aussi des dirigeants qui couvrent toute la République. Donc si cela arrivait, c'est qu'on ne souhaite pas. Les élections doivent avoir lieu parce qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Malgré les morts, malgré les massacres, les vies des gens ne comptent pas par rapport aux élections. Y a-t-il urgence ou... Mais il y a urgence à mettre fin au massacre. D'abord et par la suite. Aux atrocités. Peut-être que les élections pourraient être un moyen de mettre fin à ces atrocités. Donc il y a lieu de pouvoir... Il faut toujours connaître des autorités légitimes qui représentent le peuple congolais pour qu'ils aient le mandat de travailler pour le retour de la paix et de la sécurité. Donc, si la majorité des Congolais peut participer et qu'on peut arriver à mettre en place un gouvernement légitime qui peut représenter le peuple congolais dans la recherche de paix et de sécurité à l'Est aussi, il faut qu'on puisse y aller. Si cela doit passer par des élections sur la grande portion du territoire, il faut le faire. Mais nous devons respecter les délais constitutionnels pour sortir de ce cercle vicieux-là. De chaque fois que nous avons un nouveau pouvoir, on évite d'avoir des élections et on continue à fonctionner comme si de rien n'était. Je pense que ce n'est pas comme ça que la République doit fonctionner. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre session d'actualité. Docteur, nous vous remercions, mais nous vous donnons l'occasion de pouvoir lancer un dernier message des réconforts à nos compatriotes des Kassindi qui ont été victimes de l'explosion de bombes le dimanche dernier. Ils sont dans l'inquiétude, ils sont dans la panique, ils ne savent plus à quel sens c'est voué. Un message de réconfort et de courage à eux. Oui, je dirais que d'abord c'est une situation très triste pour nous Congolais de vivre des atrocités comme ça chaque jour et que nos populations, quelle que soit là où se trouvent à Kassindi ou n'importe où à l'est de la République ou sur l'étendue du territoire national, nos compatriotes ont trop souffert. Il faut qu'on arrive à mettre fin à cela pour que le Congo puisse tourner la page et commencer à se concentrer sur les efforts de développement du pays. Donc,
je voudrais dire donc à ces populations à l'est de la République qu'on ne vous abandonne pas, nous sommes avec vous. Et nous faisons tout ce qu'il faut pour que tout le monde, la communauté nationale, la communauté internationale se mobilise pour arriver à rétablir ce climat de paix et de sécurité à l'est, à Kessindi, à Rumangabo, dans le Rutshuru, partout donc à l'est de la République. Maintenant, il faut que nous ne perdions pas l'espoir. On ne doit pas perdre l'espoir. Ce Congo, c'est un grand pays. Nous allons nous remettre debout. Chaque fois que le peuple congolais s'est mis à genoux, il s'est mis debout. Nous allons nous remettre debout. Il ne faut pas avoir non seulement peur de ceux qui viennent là-bas pour nous déstabiliser. Nous allons mettre tout ce qu'il faut pour que le Congo se mette debout avec des institutions fortes telles que l'armée, la police, les services de sécurité, afin qu'on puisse récupérer chaque morceau du territoire de la République démocratique du Congo. Nous n'allons perdre aucun morceau du territoire de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont venus du Rwanda, de l'Ouganda et qui pensent que nous serons distraits s'ils restent là-bas pendant 1 an, 2 ans, ils se trompent. Tôt ou tard, le peuple congolais va récupérer tous les territoires. Et tôt ou tard, si c'est nécessaire, nous allons entrer au Rwanda pour rétablir de l'ordre là-bas, installer un pouvoir qui soit amical, qui soit à mesure de travailler avec la République démocratique du Congo et qu'on évite cet esprit de belligérance que Paul Kagame a amené là-bas et qui met le peuple rwandais comme l'ennemi du peuple congolais. Alors ça, c'est 2. Je voudrais vous dire maintenant que la marche que nous allons organiser le 15 mars 2023, c'est une marche importante. C'est la marche pour, d'une part, réclamer que la loi soit alignée au niveau de l'Assemblée nationale pour débat et pour vote, mais aussi c'est une marche pour soutenir la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et l'intégrité territoriale. Et je demande à tous les Congolais de sortir pour que le monde entier puisse voir que nous sommes sérieux. Nous avons pris en main notre destin commun et nous voulons que le Congo, reste un pays souverain qui sera géré toujours par l'un d'entre nous, c'est-à-dire par un Congolais de père et de mère. Pendant que nous disons cela, je veux que les autres compatriotes qui ne sont pas de père et de mère ne puissent pas s'inquiéter. Ils doivent réaliser que nous les acceptons comme Congolais. Si vous êtes de père ou de mère, Congolais naturalisés, ou vous êtes un apatride qu'on a trouvé sur le sol congolais, vous êtes Congolais au même titre que tout. Vous pouvez tout faire dans votre pays. Ce que nous sommes en train de défendre là, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce que la souveraineté, c'est un bien intangible. Si nous ne perdons pas la souveraineté nationale, nous serons un pays qui sera responsable de son propre destin. Tandis que si nous perdons la souveraineté nationale à cause des infiltrations au sommet de certaines institutions, en ce moment-là, la souveraineté nationale perdue va transformer le peuple congolais en peuple esclave. Et quand nous sommes esclaves, c'est tout le monde qui en pâtit. Les Congolais de père et de mère, les Congolais de père ou de mère. Donc, travaillons ensemble pour que cette loi puisse passer, qu'elle puisse sécuriser le territoire congolais, qu'elle puisse sécuriser la souveraineté nationale afin que nous puissions marcher tête haute en disant que nous sommes un peuple indépendant, souverain, un peuple pour qui Patrice Emery Lumumba est mort, un peuple qui va prendre son destin désormais en main pour que ce Congo se développe au profit de tout le monde. Docteur Noël Tchani, merci d'avoir répondu à ma question. Et je voudrais juste répéter que si vous voulez adhérer à la force du changement, vous pouvez envoyer un message WhatsApp plus 243 82 00 00 988 ou bien plus 243 85 210 22 22. Vous pouvez envoyer un message pour dire juste que vous voulez adhérer à la force du changement en tant que membre. Mais aussi, vous pouvez dire que vous voulez être député ou candidat député de la force du changement dans le territoire. Ils recevront le financement pour le compte du parti ou ce sera... Ça, c'est une question d'organisation interne. On en parlera au moment opportun. Okay. Mais si vous voulez être candidat ou même vous voulez contribuer, vous pouvez aussi contribuer financièrement pour que nous mettions ensemble des ressources qu'il faut pour que le parti puisse fonctionner normalement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis au cours de cette session d'actualité. Mettez vos avis en commentaire à nos compatriotes de Kessindi. Nous sommes des cœurs avec vous, ne désespérez pas, nous prions, nous faisons de nos mieux, en tout cas dans la possibilité pour vous soutenir et nous espérons que les autorités, comme nous avions suivi le ministre des Affaires étrangères le mentionner aujourd'hui dans un communiqué, la RDC et son peuple feront tout pour arracher la paix au prix de n'importe quel moyen. Nous avons lu ces communiqués-là et nous attendons les go de la part du gouvernement. Nous voyons également de matériel être reçu au niveau de l'Est de notre
notre pays. Nous espérons que toutes ces forces seront mises ensemble afin de régler une fois pour toutes la situation. Mais surtout, moi, c'est les Tutsis ou les Banyarwanda qui me font rire un peu. Écoutez, si vous êtes au Congo et vous pensez que vous n'êtes pas mieux, retournez au Rwanda. Aucun Congolais n'a quitté le Congo pour aller au Rwanda chercher un problème ou créer l'insécurité. Comme vous pensez qu'au Congo, vous n'êtes pas mieux parce que les soucis avec vous, c'est de pouvoir empiéter la République, empiéter sur les lois de la République. Et personne ne vous laissera passer. Si vous ne vous sentez pas en paix, emballez vos sacs, vos marquettes, je ne sais pas moi quelle marque de valises vous avez emmené au Congo quand vous étiez réfugié en 94, retournez au Rwanda, laissez le Congo en paix parce que clairement, vous ne voulez pas vivre en paix dans le pays qui vous a accueilli, malheureusement. Alors faites ce qui est mieux pour vous et laissez le Congo dans ses problèmes. Nous espérons que tout sera résolu d'ici peu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Prenez bien soin de vous et à la prochaine émission.